Je suis à Croissy-Beaubourg, dans l'allée du Bois, et j'arrive à la salle où va être donnée une conférence sur le don d'organes et de tissus humains. C'est une conférence qui est organisée par le Rotary Club, et donc on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Je suis avec Patrice Lasserre, qui est président du Rotary Club de Croissy-Beaubourg-Marne-la-Vallée, voilà, et Sophie Boquillon, qui est la vice-présidente de ce même Rotary Club. Voilà. Donc, on va parler ce soir du don d'organes et de tissus humains. Dans toutes les actions du Rotary et dans les axes stratégiques du Rotary, il y a effectivement un des axes, c'est la santé pour la mère et l'enfant, et la santé en général. Aussi bien, on a des actions pour la recherche sur le cerveau, contre le cancer. Et ça nous a semblé important de parler du don d'organes parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément très connu. Et donc, on a fait venir des gens de l'association ADOT, Association de don d'organes de Seine-et-Marne, pour nous expliquer ça ce soir. C'est encore un sujet qui, bizarrement, alors quand on arrive à l'introduire, les gens disent mais évidemment qu'on est pour le don d'organes, mais il faut arriver à faire ce premier pas. Et je trouve qu'il n'est pas forcément facile. Donc il était intéressant d'avoir cette association qui vient nous expliquer simplement ce que c'est et ce que ça implique. Et finalement, on s'aperçoit que ça n'implique pas grand-chose forcément, et ça n'enlève rien à des croyances ou des volontés intérieures. Des croyances ou des philosophies, de vie. Une culture. Une culture, exactement. On fait souvent des conférences à destination des jeunes publics. On va travailler avec des lycéens, des étudiants, en santé notamment. Donc on est sur un public qui peut être partiellement convaincu ou pas du tout informé encore. C'est dans leur cursus, mais il va falloir du temps pour que le sujet rentre. Et ce qu'on a apprécié, c'est que souvent ils nous donnent le retour qu'ils en ont parlé à la maison en rentrant, et que du coup ils ont appris des choses sur les volontés de leurs parents, de leurs frères et sœurs, qui leur étaient inconnues jusqu'ici. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Ce qu'on peut dire sur les jeunes, c'est qu'ils sont assez extraordinaires dans leurs questions. Ils n'ont pas les mêmes questions que les adultes. Et donc c'est toujours surprenant, mais ça nous apprend à nous encore beaucoup de choses, et ça nous motive davantage pour aller jusqu'à eux. Et peut-être d'adapter le discours. On adapte le discours. Marjorie, qui est la principale éditrice, on va dire, des PowerPoint et de la communication, réadapte en permanence les PowerPoint et la communication. Donc du coup, je vous demande pas ce qu'on va dire, on va le voir pendant la conférence. Hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. On est un club récent puisqu'on s'est créé en mai 2022, donc ça fait pas très longtemps. Et j'en profite au passage donc, pour remercier les représentants de la mairie de Croissy-Beaubourg qui nous mettent à disposition la salle, qui nous accueillent régulièrement pour nos réunions. Donc Brigitte Deltra, l'adjointe au maire, et Michael Gaillard. Comme l'a dit Patrice, nous faisons partie de France Adot. Alors nous, on ne dit pas ado, on dit Adot. C'est une autre association qui s'appelait Ado, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Donc c'est l'association pour les dons d'organes et de tissus et de moelle osseuse. On va vous parler essentiellement du don d'organes et de tissus. La moelle osseuse, j'avoue, on le maîtrise un petit peu moins. Donc on va s'arrêter quand même sur le don d'organes et sur les tissus. Notre association est représentée par, comme toute association, un bureau avec des bénévoles, essentiellement des bénévoles. Et puis ici, il y a Marjorie qui va se présenter. Donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Marjorie, bénévole pour l'association France Adot 77 depuis 2020. J'ai 40 ans, je travaille dans le domaine du funéraire et je ne suis pas greffée. Pour autant, même si cela peut peut-être surprendre, dans l'association France Adot 77, on n'est pas simplement une amicale de gens malades ou en attente de greffe, ou greffés. On est aussi, Fabienne et moi, en sommes témoins, une association qui intéresse les non-greffés, parce que vous allez le voir au fur et à mesure de notre présentation, le sujet du don d'organes nous concerne tous. Alors pour me présenter, donc je suis Fabienne,
J'ai intégré France Adot quand je suis arrivée à la retraite il y a 4-5 ans maintenant. Et j'étais particulièrement concernée parce que j'ai travaillé longtemps à l'hôpital de Lagny-sur-Marne et longtemps à l'hôpital de Jossigny, c'est-à-dire au GEF. Et j'étais cadre en imagerie médicale. Et à ce titre, étant cadre en imagerie médicale, avec le personnel que je gérais, nous faisions les examens au préalable pour diagnostiquer la mort cérébrale. On vous en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est pour ça aussi que je suis là. J'ai beaucoup travaillé avec la coordination des dons d'organes, puisque dans chaque établissement, en principe, il y a une coordination des dons d'organes qui veille à garantir les droits des usagers, les droits des patients. Bien, nous allons commencer. Alors, qui sommes-nous? On vient de vous dire, hein, c'est la création, en 69, la création de la Fédération nationale France Adot. Et il y a beaucoup de dates qui jalonnent le chemin de cette association. Donc, je ne vais pas vous embêter avec toutes les dates, mais il faut savoir quand même que en 2009, la France Adot a été agréée par le ministère de l'Éducation nationale comme une association éducative complémentaire de l'enseignement public, ce qui nous permet de pouvoir aller dans les établissements scolaires et de travailler avec les jeunes. Alors on commence à travailler avec les jeunes à partir de la 3e et puis on passe en seconde, première, terminale et ensuite on va sur les universités. On fait des conférences à des âges où vous pourrez les voir et puis en prendre une si vous vous sentez concerné. Et j'espère qu'en sortant de cette conférence, vous serez concerné et vous l'apprendrez. Nous avons ensuite, en 1983, créé le registre volontaire du don de moelle osseuse. Ensuite, de dons d'organes, de dons de tissus. On commence déjà par avoir peur parce qu'on se dit, bah mince, c'est un sujet de mort. C'est pas très gai, quoi. Bon, alors pour commencer, on a voulu déjà éclaircir un petit peu le champ lexical autour du don d'organes. Déjà, c'est un don qui sauve des vies. On peut prélever des organes sur des personnes vivantes, essentiellement aussi sur des personnes décédées. Vous allez voir la différence entre les deux. Alors, qui peut avoir besoin d'un don? Les intoxications, les hépatites, et tout ce qui est accident, donc les amputations, les brûlures et les traumatismes. Donc quand on voit ce spectre, on comprend qu'on peut vraiment tous être concernés un jour par le don d'organes. On peut tous un jour avoir besoin d'un organe. Certaines greffes sont réalisées dans des situations d'extrême urgence. Un petit exemple tout simple, c'est l'histoire d'un couple qui un soir avait été à la cueillette des champignons et ils ont tous les deux mangé des champignons. Le premier a commencé à être malade, le suivant aussi. Bon, ils ont vite compris que les champignons étaient en cause. Ils ont appelé les secours, ils sont tous les deux partis à l'hôpital. Et un des deux sur le couple, la dame, n'a pas survécu à cette intoxication. Et son époux, lui, a été greffé du foie dans une situation d'extrême urgence. Dans la nuit, ils ont trouvé un donneur compatible et ils ont pu le greffer du foie, ce qui n'était pas le cas pour madame. Ils n'ont pas pu bénéficier d'un foie assez vite pour la sauver. Donc on comprend la nécessité dans des situations comme ça d'avoir un vivier de donneurs suffisant pour trouver la personne compatible qui puisse vous sauver dans la situation d'extrême urgence. Peuvent être greffés. Alors ça va être les organes, cellules ou tissus qui peuvent se réparer, repousser ou se multiplier. Attendez, je récapitule, j'ai fait un saut dans le temps. Quand le donneur est décédé, les organes, tissus ou cellules vitaux sans lesquels le corps ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire le cœur, le foie, les poumons, les intestins, le pancréas. Quand le donneur est vivant, on peut aussi prélever des choses. Les organes, tissus ou cellules qui peuvent se réparer, repousser ou se multiplier. C'est le cas de la moelle osseuse, c'est le cas de la peau, c'est le cas du rein. C'est le cas des veines. C'est le cas des veines. Ou les organes en double pouvant fonctionner en unité, c'est le cas des reins. Foie, pancréas, rein, intestin. Et pour les tissus, la cornée, les valves cardiaques, les os, les tendons, les ligaments, les
artères et veines et la peau. Là, je vais te redonner la parole pour expliquer la loi qui encadre. Voilà, alors que dit la loi? Parce qu'effectivement, tout ce processus est encadré par la loi. Et en 1976, on a eu la loi Cavaillet, où chacun est présumé donneur, sauf en cas de refus de son vivant. Via le registre national de refus, on vous en parlera un tout petit peu après. Ensuite, en 2016, on a réaffirmé et on a modernisé cette loi. Je ne sais pas, chacun verra ce qu'il a envie de voir au niveau de la loi, mais le législateur a essayé d'éclaircir le rôle des proches et de préciser comment refuser le don d'organes. Mais la loi prévoit aujourd'hui que si nous ne sommes pas inscrits au fichier national des refus, la loi prévoit que nous sommes potentiellement tous donneurs. Bien entendu, on en parlera un tout petit peu plus tard. Bien sûr que si vous exprimez de votre vivant le fait que vous voulez être donneur, on va prendre en conséquence votre avis. Mais la famille aussi, si elle a été mise au courant, la famille peut acquiescer ou refuser. Mais nous sommes potentiellement tous donneurs. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose, s'il nous arrive quelque chose, eh bien, forcément, si c'est possible, la coordination des dons d'organes qui est établie dans les établissements viendra voir la famille et dira, voilà, vous êtes votre proche, vous peut donner ces organes. Est-ce que vous étiez au courant ou pas? Et donc, on va sur... la loi donne un sens, c'est-à-dire on est potentiellement tous donneurs. Les trois principes du don d'organes, eh bien, comme je vous l'ai dit, le don d'organes est un acte de générosité, un acte citoyen. Il est entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération en contrepartie du don. Hein. Et souvent dans les collèges, on nous pose la question, on nous dit mais est-ce qu'il y a du trafic? Est-ce que on peut trafiquer et puis vendre ses organes? Donc on remet un cadre et on dit non, c'est gratuit, vous n'en tirerez jamais d'argent. Maintenant, si vous regardez des séries à la télévision, tout est possible dans la vie et on le sait bien, hein, il y a toujours des chemins de traverse. Non, c'est pas la question. Mais ces personnes peuvent dire, voilà, moi je veux bien donner mon foie, je veux bien donner ma peau, par contre mon cœur on n'y touche pas, j'y accorde un sens particulier. On peut aussi dire, je ne veux absolument pas qu'on prélève du tout mes organes. Voilà. Donc le registre national des refus, quand un donneur potentiel est identifié, l'équipe médicale doit prioritairement consulter ce registre pour s'assurer que la personne n'avait pas émis de refus. À ce jour, le registre national des refus ne concerne que 1% de la population française. Si on a sa carte de donneur, on va le dire à la famille. Alors si la famille n'en a pas parlé, le médecin va dire oui mais on a trouvé la carte du donneur. Donc elle va appuyer en ce sens pour dire mais c'était le souhait du patient. Souvent, et là c'est compréhensible, la famille dit non, moi ça m'ennuie, on n'a pas envie, et puis ils sont dans un état de sidération. Donc effectivement, pour eux, prendre une décision, c'est compliqué. Mais effectivement, la carte de donneur va orienter et le médecin va un petit peu pousser, un petit peu beaucoup, il va pousser sur le prélèvement. Faute de connaître le choix du défunt, beaucoup de proches préfèrent s'opposer au don. Effectivement, on ne savait pas. Non, je ne sais pas, je ne savais pas ce qu'il voulait, donc on va dire non. Et on passe à côté de beaucoup de prélèvements. On préserve les organes du défunt donneur. Lorsque le défunt est validé comme donneur d'organes, il est gardé au service de réanimation jusqu'à ce que ces organes et ces tissus soient maintenus par des machines
Et puis, il va y avoir ensuite le patient qui va partir au bloc opératoire. On va prélever l'organe, on va le mettre dans une boîte réfrigérée. Et puis, le coordinateur va prendre sa boîte et va aller la porter. C'est lui qui porte la boîte, c'est lui qui part en train, c'est lui qui part en avion. Donc c'est une grande responsabilité pour ce coordinateur infirmier. Le rôle, voilà, on est sur le rôle de l'infirmier. Je suis allée un petit peu avant. Donc il veille à faire respecter la loi et puis à recueillir le souhait. Et le défunt donneur permettra de sauver environ 5 organes. Mais dans une conférence précédente, c'était pas très loin d'ici, il y avait une dame dans le public qui a levé la main et qui a dit « Mais moi, mon petit-fils, il est décédé il y a 2 ans et on a pu prélever 18 organes. Et donc, on a sauvé 18 vies. » Et pour elle, c'était extrêmement important. Donc, vous voyez, on peut aller jusqu'à 18. Alors, moi, je n'ai pas d'autres exemples pour aller au-delà de 18. Mais j'imagine que, bon, 18, c'est déjà beaucoup. Mais c'est 18 vies. Voilà. Donc, qui sont soit sauvés, soit améliorés. Hein, voilà, sauvés ou améliorés. Voilà. Et donc, toujours un infirmier coordinateur veille aussi à ce que le corps du défunt soit toujours respecté au moment du prélèvement des organes, c'est-à-dire que quand le corps est restitué à la famille pour l'organisation des obsèques, celui-ci doit être parfaitement préparé, voilà, pour que l'intervention de prélèvement ne soit pas visible. Ça, c'est important aussi. Et puis, bien sûr, hein, chercher le consensus au sein des proches. Ça, c'est pas toujours le plus simple parce que parfois, une partie de la famille est d'accord, une autre partie n'est pas d'accord. Le but, c'est pas de semer la zizanie dans des familles où déjà, ils ont subi un deuil suite à une mort violente. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui peuvent être donneurs, c'est des morts encéphaliques. Donc, c'est pas des gens qui ont traîné une maladie pendant 10 ans. Hein, c'est des gens qui ont eu un accident de la route. C'est souvent des causes tragiques de décès, donc c'est d'autant plus lourd. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut essayer de trouver un consensus qui fasse pas plus de mal, pas plus de tort qu'il n'y en a déjà. Et pour revenir sur le respect du corps, on parle souvent des yeux. Les yeux, on ne va pas prendre le... Alors, attention, on ne prend pas l'œil, hein, ça ne se fait pas. C'est la cornée qu'on va prélever. Donc parce que... Et si on devait prendre l'œil, de toute façon... Après, on met un œil de verre, de façon à ce que quand la famille voit son proche dans le cercueil, au moment de la séparation, eh bien, les 2 yeux sont là. Et c'est vrai que ça fait très peur. On dit non, mais moi je veux bien tout donner, mais pas mes yeux. Mais non, on ne prend pas les yeux, on prend la cornée, juste la cornée. Donc ça, oui, c'est ce que tu as expliqué un petit peu tout à l'heure, hein, assurer le transport, la traçabilité du prélèvement. Hein. Et l'infirmier a beaucoup de... c'est quelqu'un qui a été formé et qui, au-delà, encore peut-être plus que les autres infirmiers, il a cette responsabilité, il porte quelque chose en plus en lui, il va travailler dans la dignité, il va travailler avec pudeur. C'est extrêmement important pour la famille. Parce que bon, vous imaginez bien que si on arrive et puis on dit bon bah voilà, là on va prélever, est-ce que vous êtes d'accord? Non, il y a un travail, un processus, il faut aller très vite, mais en même temps on va lentement pour amener la famille à réfléchir et à se poser la bonne question pour le bien de quelqu'un dans le monde. Alors, je vais vous parler rapidement des positions des principales religions monothéistes sur le sujet. On a une petite vidéo, mais du coup, on ne pourra pas vous la passer pour expliquer tout ça, donc je vais vous faire un résumé. Souvent, quand on va rencontrer des jeunes, nous est souvent opposée une opposition au don d'organes pour des raisons religieuses. À savoir que, par exemple, dans le judaïsme, il est prévu que le corps soit toujours enterré dans son intégrité. J'en veux pour preuve que, par exemple, quand une personne de cette confession est amputée d'un membre pour raison médicale, le membre est conservé jusqu'à ses obsèques pour qu'il puisse être enterré avec le reste du corps, bien sûr.
hein. Donc, forcément, quand on prélève des organes, on s'oppose à cette loi. Pour autant, le grand rabbin de France a tenu à préciser autre chose de très important. Le sauvetage d'une vie repousse tous les autres interdits de la Torah. Donc à partir du moment où on est donneur d'organes et qu'on sauve des vies, on repousse cet interdit de ne pas pouvoir être enterré entièrement avec l'intégrité de son corps. De toute façon, ce corps cette partie du corps va vivre dans quelqu'un d'autre qui, un jour aussi, sera enterré, retournera à la terre. Voilà. Pour ce qui est de l'islam, de la même façon, l'intégrité du corps a son importance. Je ne pourrais pas vous citer précisément le texte qui parle de ceci, mais une autre phrase du Coran dit « Qui sauve une vie, sacrée pour Allah, sauve l'humanité tout entière ». Et de la même façon que dans le judaïsme, on comprend que le fait de donner ses organes en sauvant des vies, on ne transgresse pas les interdits. Pour le catholicisme, la résurrection n'est pas matérialiste. Ça veut dire que si toute ou partie de son corps n'est plus là, en fin de compte, c'est pas très grave. La preuve en est, en 1963, le Concile Vatican II a autorisé la crémation, par exemple, hein, ce qui n'était pas autorisé jusqu'ici. Voilà, donc pour faire dans les grandes lignes, les institutions nationales religieuses ont toutes fait savoir que leur position sur le don d'organes et qu'il n'y avait pas de position du tout sur ce sujet. Et malheureusement, c'est véhiculé à tort par certains prêcheurs dans nos villes et voilà, ça fait du tort au sujet. Alors ça, on va peut-être passer parce que c'est un petit peu rébarbatif. Voilà, dans notre association, juste pour les présenter rapidement, nous avons plusieurs personnes qui sont malades, soit malades en attente de greffe, ou alors qui ont eu une greffe d'organes. Michel, Jean-Michel, Wardia ont reçu un organe, Nelly également. Tous, en fait, non, sauf Aurore. Michel a reçu un foie, Jean-Michel un foie, Wardia un rein, Amandine un rein, Nelly un foie, Nicolas une cornée, et Aurore, c'est sa fille qui est en attente d'une greffe cardiaque. Alors, on va vous parler de l'exemple de Shreya. C'est une jeune fille indienne qui a perdu ses bras dans un accident ferroviaire, je crois. Alors qu'elle était jeune adolescente. Et donc cette jeune femme a reçu 2 avant-bras et mains d'un adulte. Un adulte qui avait la peau noire et qui était un homme, qui avait accepté de donner ses organes après son décès. Donc là on la voit sur la première image, elle est encore jeune, elle a 12-13 ans. Les bras paraissent un petit peu démesurés, la greffe vient d'avoir lieu, ils sont un petit peu grands pour elle. La couleur de la peau n'est pas tout à fait la même. Et donc on la voit au fur et à mesure des années, et par exemple là vous voyez sur la dernière photo, les bras de son donneur se sont éclaircis, se sont féminisés, se sont affinés. Ça veut dire que un greffon, c'est celui de notre donneur, mais à bout d'un moment ça devient le nôtre aussi. Hein, voilà. Il nous habite et il fait corps avec nous. Donc voilà, c'est un exemple qui est particulièrement saisissant de ce que peut produire la greffe d'organes, de membres, de tissus. Voilà. Donc cette jeune fille, en grandissant, en fait, les médecins avaient prévu d'avance qu'elle allait grandir. Donc ils avaient mis des bras un petit peu surdimensionnés. Et puis hop, tout ça s'est un petit peu égalisé au fur et à mesure du temps. Alors, tu veux peut-être en parler, Fabienne ? Non. Alors, pour ce qui est des personnes qui ont reçu une greffe, bien sûr, c'est pas anodin, recevoir un organe. C'est des personnes qui, toute leur vie, prendront des médicaments anti-rejet. Les médicaments anti-rejet, c'est très très difficile. Ce sont des médicaments qui font baisser le système immunitaire, donc ça nous rend plus fragiles aux virus, aux maladies, aux bactéries. C'est un traitement qui est quotidien, à vie. Et qui peut détériorer d'autres organes, notamment les reins, par exemple, qui sont des filtres de notre système immunitaire. Ce
qui est aussi important de dire, c'est que malgré le fait que les immunosuppresseurs, oui, effectivement, ça rend la vie difficile après. Il y a quelque chose qui est encore plus difficile, par exemple, c'est les gens qui n'ont pas encore reçu de greffon de rein, c'est la dialyse. C'est le cas de plusieurs personnes qu'on vous a présentées tout à l'heure, Wardia, Amandine. C'est des gens qui ont, pendant des années, n'ont pas pu travailler, n'ont pas pu fonder de famille, n'ont pas pu avoir une vie sociale normale, parce qu'elles étaient dialysées. La dialyse, c'est 4 heures par séance, et parfois ça monte à 3 dialyses par semaine. Donc ça veut dire que en fait, tout est tourné vers la maladie et vers le traitement. Donc c'est extrêmement compliqué, effectivement, pour avoir une vie sociale. C'est très invalidant. Ouais. Et donc, les immunosuppresseurs que reçoivent les personnes qui sont greffées, pour éviter le rejet, c'est le cas de Michel, notre président, qui a fait un début de rejet il y a quelques années. Et heureusement, son greffon a survécu. Simplement, les médecins ont dû faire plusieurs essais d'immunosuppresseurs, retravailler les doses. C'est un travail long et de longue haleine qui va être interrogé tout au long de la vie. Hein. Il y a des moments, tout allait bien, puis au bout de 10 ans, tout se dérègle et puis il faut retrouver un traitement nouveau. Voilà. Donc c'est pas facile la vie avec retrouver un traitement nouveau ou retrouver un autre organe, le même. Donc c'est un parcours qui attend un deuxième. Voilà, c'est un parcours du combattant. On peut les admirer. Le don de moelle osseuse, on en parle très rapidement. Le don de moelle osseuse, en fait, on vous a parlé tout à l'heure du cancer du sang, la leucémie, qui nécessite des greffes de moelle osseuse. C'est un cancer qui est très présent chez les enfants, le cancer du sang. Alors, pour être donneur, là, pour le coup, c'est un don qu'on peut faire de son vivant, le don de moelle osseuse. On n'est pas obligé d'attendre d'être parti. Environ, les chiffres sont malheureusement stables depuis une décennie. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de donneurs qu'il y a une dizaine d'années. On a 20 000 à 30 000 patients qui sont en attente de greffe. C'est beaucoup. Et seulement 5 000 recevront la greffe qui va pouvoir les sauver. Donc ça, vous faites vite le calcul, hein, il en reste 15 à 20 000 sur la touche, si je peux me permettre de parler comme ça. Alors que si tout le monde se posait la question, la bonne question, on pourrait peut-être augmenter ce chiffre pour recevoir la greffe. Et donc, hein, si on a sa carte de donneur, ce qui est bien, c'est de l'avoir dit et d'en avoir parlé avec sa famille, avec ses proches. Oui ? Justement, j'ai une question, par exemple, si je décède et que mes parents disent non, et que moi j'ai ma carte de donneur, c'est qui a le dernier mot? Eh bien, le dernier mot, ça sera la famille. Ça sera... Quel degré dans la famille si la personne, si moi j'ai encore mon père qui est en vie, c'est moi qui décède, est-ce que mon père en priorité ou mes enfants en priorité? Il y en a qui est d'accord et pas d'accord? Ça va être un consensus entre toutes les personnes qui vont être présentes, hein, mais que ce soit le tuteur légal, les enfants, les grands-parents, effectivement, ça va être un consensus. Mais oui, on va respecter le choix de la famille. Mais quand même, l'ambassadeur n'a pas de valeur légale. Malheureusement, c'est les proches qui ont le dernier mot. Mais quand même, avec le travail que fournit le coordinateur de la coordination des dons d'organes, avec ce travail d'interrogation, de discussion, et avec le médecin réanimateur, souvent les familles finissent par dire « Ok ». Alors ça va pas durer, on n'est pas en garde à vue, hein, attention, hein, mais il va y avoir une discussion. On va énumérer tout le processus et in fine, la famille elle finit par dire oui en disant oui. Finalement, c'est le cœur de mon enfant, c'est le cœur de mon mari, c'est le cœur de ma maman qui va servir et qui va donner la vie à quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est quand même, tout d'un coup, c'est un peu la lumière. Ça veut dire que quelqu'un va vivre grâce à moi, ce que j'ai peut-être mis au monde, ou ce que j'ai pu faire avec mes enfants. Voilà, grâce
grâce à nous, quelqu'un va vivre. Une petite fille. Un témoignage Oui, il y a des familles qui disent le fait qu'on ait accepté de donner l'organe de notre proche décédé, bah, ça a donné un sens à ce décès. Parce que c'est indicible un décès qui survient comme ça dans une extrême urgence, dans des conditions dramatiques. Comment mettre les mots, comment trouver un sens à ça? Et le fait de donner, voilà, de savoir que quelque part, plusieurs personnes vivent grâce à ce décès, ça permet de donner un sens, donner une continuité à cette existence qui est partie trop tôt. Moi j'ai un exemple concret là. Suite à il y a 15 ans à peu près, j'ai un ami proche qui est décédé d'un accident de la route, tragique. Et on a été avertis tout de suite par la maman. Il ne restait plus que la maman et donc elle nous a appelés parce qu'on était très proches. On s'est retrouvés en réanimation, donc j'ai pu voir cet ami qui était infirmier lui-même. Et qui nous a toujours dit, moi, c'était un des premiers qui disait, moi je donnerai toujours mes organes, etc. On a eu affaire à ce consensus. Nous, on n'était pas de la famille. On était juste les proches, les amis. Il y avait cette maman qui n'avait pas de frère, pas de sœur, donc c'est elle qui prenait la décision. Et elle a dit non. Et nous, on savait qu'il avait. C'est pas légal, enfin, il n'y avait pas de légalité à cette carte. On dit, mais nous, on sait qui veut. C'est dans ses papiers, c'est sûr. Donc, on est allé voir dans ses papiers. La maman est allée voir. Elle a vu qu'il y avait la carte. Et à partir de là, et le fait que il en avait parlé, il nous en avait parlé, elle a accepté. Mais non, mais elle n'a pas pu donner ses organes pour autant. Parce que les traitements qui ont été donnés suite à l'accident, n'ont pas permis le prélèvement, alors qu'il aurait pu donner, il était jeune. Il avait 30 ans, il aurait pu donner tous ses organes. J'étais peinée, moi, parce que ça, c'était une situation où finalement la maman, elle a compris. C'est les traitements qui lui ont été donnés pour le maintenir en vie. Exactement, ouais. Exactement. Enfin, pour essayer de le sauver. Et dès qu'on a vu que c'était plat, effectivement, après ce que vous avez dit, les 2 examens, pourtant ça a été très vite. Je veux dire, ça, c'est dans la journée. Tout ça, attention. Il a eu l'accident à 4h du matin et ce que je vous dis là, c'était à 15h l'après-midi. Oui, certains produits vont être toxiques pour le prélèvement et donc on ne pourra pas les prélever. Et aucun n'a pu être prélevé. Aucun. Ouais, malheureusement, ça arrive. C'est pour ça que sur les donneurs potentiels, c'est 1% des décès, mais en plus sur ces donneurs-là, il va y avoir ceux qui ne vont pas pouvoir être prélevés pour des raisons médicales et ceux pour lesquels la famille va s'opposer au don, surtout parce qu'ils ne sont pas informés en fait et qu'ils n'en ont pas discuté. Et c'est là qu'on a un moyen d'action. C'est là qu'est le levier de progression de ce taux de refus. C'est d'en parler à ses plus proches qui, eux, vont pouvoir faire respecter votre choix. C'est ça qui est important. Vous vouliez poser une question? Oui, est-ce que quand quelqu'un meurt, on prélève directement tout ce qui est prélevable, on prélève uniquement quand il y a un receveur qui attend de prélever, de recevoir quelque chose de particulier? La liste d'attente. La liste d'attente. Il y a tellement de demandes avec tellement d'organes en face que on va prélever à partir du moment où on sait que la personne a désiré donner ses organes, on va le faire. Et on trouvera toujours quelqu'un avec une compatibilité qui pourra recevoir. Donc on va pas attendre. Et la conservation, c'est combien de temps alors conserver les organes? Oui, pour les organes, ça va être entre 8 et 12 heures. Donc on a le temps, oui, parce que c'est dans une boîte réfrigérée, donc on a le temps de voyager. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la Covid, il y a eu beaucoup de soucis et on a été obligé de faire très très vite et la boîte est partie avec le coordinateur en TGV et en l'espace de 2 heures, on était de l'autre côté de la France et de l'autre côté de la France, on a pu réimplanter l'organe. Donc ça va très très vite, il ne se passe pas vraiment 8 à 12 heures. Mais ça peut être conservé pendant 8 à 12 heures. Mais si par exemple, si on prélève sur le corps de quelqu'un, 10 organes, ou 5 organes, peu importe, il y a un coordinateur infirmier et il y a 5 organes. Mais là, on va travailler en coordination avec les autres établissements. Si vous prenez le GEF à Jossigny n'est pas tout seul, c'est pas une entité seule.
il travaille avec Coulommiers, il travaille avec Meaux, il travaille avec Jouarre, et donc il y a une mutualisation, pardonnez-moi le mot, mais c'est un peu comme ça aujourd'hui, il y a une mutualisation des établissements hospitaliers, et donc on va faire appel aux autres coordinateurs. De toute façon, par exemple sur Jossigny, sur le GEF de Jossigny, il travaille en coordination avec les 3 ou 4 autres établissements. Il y a une veille, c'est-à-dire qu'ils vont être chacun d'astreinte. Chaque nuit, il y a un infirmier qui est présent. Chaque nuit, il y a un médecin présent sur la coordination. Donc ça va très vite. S'il y a 5 organes, on va trouver. Il n'y a pas de souci, on va trouver. Et d'ailleurs, c'est les gens qui sont dans la coordination ont leur réseau, ils savent à qui s'adresser, ils savent. Et puis derrière, il y a quand même le registre national. Hein. Et puis sur un donneur, par exemple, son foie va partir à Brest, son cœur va partir à Marseille, et ses reins à Lyon, par exemple. Alors que lui, il est à Jossigny, en fonction du donneur, du receveur compatible qui a été identifié, qui est premier sur la liste d'attente quelque part. En France, en Europe un petit peu, je crois savoir qu'il y a des échanges aussi qui se font sur certains hôpitaux universitaires à l'échelle européenne. Mais ce n'est pas encore très très bien développé, malheureusement. Mais les 5 organes partiront. Oui. Dans la nuit, dans la journée. Ça marche comment avec la liste d'attente en fait? Vous dites, d'accord, il y a des priorités, et après, vous classez comment en fait la liste d'attente? En fait, alors ça doit être un calcul savant dont seuls les médecins ont le secret en fonction de l'âge, du potentiel, la potentielle survie avec un organe greffé, en fonction du degré d'urgence, c'est-à-dire il vous reste combien d'heures à vivre. Il y en a, ça se compte en termes d'heures. Hein. Michel, son foie, il l'a reçu, il lui restait 2 jours à vivre. Si dans 2 jours il n'avait pas de foie, c'était fini. Ça faisait 1 mois qu'il était en coma, sa famille avait été avertie que c'était la fin, et un foie est arrivé et l'a sauvé. Voilà, la liste, elle est sans arrêt retravaillée en fonction de l'âge, de la probabilité de survie. Elle est remaniée en permanence. Voilà. Et donc, c'est encore une fois des gens qui sont en veille, la nuit, le jour, pour faire remonter ou pour faire redescendre les donneurs dans la liste. Est-ce qu'il y a une grille d'âge, en fait, plus on vieillit, plus il y a certains organes qu'on ne va pas pouvoir donner? Est-ce qu'on peut donner des choses jusqu'à un âge on peut donner son organe jusqu'à pas d'heure, j'ai envie de dire. jusqu'à 88 ans, on peut encore donner. Si l'organe est en bon état, on va le prélever, que ce soit une personne qui soit partie à 72 ans ou une personne qui soit partie à 18 ans, on prélèvera même si la personne... Non. Dégénérescence quand même physiologique. Il y en a une, mais on va quand même regarder, quand le patient décède, il y a tous les examens qui sont faits. Je vous ai parlé de l'électroencéphalo, mais on va vérifier le cœur, le foie, on va vérifier l'état. Pathologique, effectivement, si c'est un foie qui a été abîmé, on ne le prélèvera pas. Mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui finit sa vie tranquillement, eh bien, on peut prélever jusqu'à 88 ans. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Une personne de 80 ans va être greffée sur une femme de 40, par exemple. Et même si ce cœur-là, il tient que 10 ans, et qu'au bout de 10 ans, on se dit, non, va falloir en prendre un autre, c'est toujours une vie sauvée pendant 10 ans, et peut-être plus. Donc, si on est sous traitement, par contre, par exemple, des hypertenseurs ou diabétiques, non, ça, on ne peut pas. Non, là effectivement, il y a vraiment l'enquête, l'enquête du donneur. On ne va pas... 1% des décès. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de... 1% des décès de mort cérébrale. Oui. Non, 1% des décès tout confondus. Des décès tout confondus. Et après, dans ces morts cérébrales, on va aller voir ceux qui sont compatibles ou pas. Il y en a encore qui sont sortis de la liste. Et donc on descend, c'est plus 1%, ça va être 0,7, on n'a pas le chiffre. Mais ça, c'est certain que quelqu'un qui décède sur la route,
peut-être qu'à ce moment-là, c'était peut-être une personne qui avait un taux d'alcoolémie et on s'aperçoit que c'était pas occasionnel, que c'est un taux d'alcoolémie chronique. Donc là, effectivement, on va pas prélever. Non, il y a vraiment, on assure de tous les côtés, hein, c'est ceinture et bretelles. Moi, je voudrais revenir sur l'exemple de madame avec son ami infirmier qui n'a pas pu être prélevé pour cause de produits chimiques, en fait. Et je crois que c'est de ça dont les gens ont vraiment peur pour accepter un don d'organes, à savoir quand est-ce qu'on me déclare en mort cérébrale? Est-ce qu'on va pas pousser ma famille à accepter de prélever mes organes sans me laisser en vie, en fait, sans essayer de me garder en vie. Voilà. Comment ça se passe pour ça? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens à ce niveau-là? À partir du moment où le diagnostic cérébral est confirmé, on va pas garder la personne. On va tout de suite discuter avec la famille et la famille dit oui ou non. Mais on va pas garder la personne en vie. Oui, mais là, il avait été gardé en vie. Là, il y a quelque chose que je comprends, que d'autres comprennent peut-être pas, parce que je l'ai vécu. Cette maman-là, son fils, il était allongé, il y avait un respirateur, on avait l'impression qu'il était vivant. Moi, j'y étais. Oui, mais j'étais à côté de lui. Mais bien sûr, il commandait plus. Mais allez dire ça à une maman qui dit, mais regardez mon fils, il respire. Il respire, bien sûr. Il respire, bien sûr. Malgré le chagrin, etc., il faut passer au-delà de ça. C'est dur, mais on va l'enlever et il ne respirera plus. À un moment donné, ça va se dégrader. Oui, mais c'est l'effet des produits chimiques. On a essayé de le maintenir en vie. Et quand est-ce qu'on essaye, combien de temps et jusqu'à quand on essaye de maintenir jusqu'à temps que le patient, lui, on va le garder en vie avec effectivement tous les produits qui sont appropriés. Mais il y a un moment où on va dire, là, on ne voit plus aucune réaction. Il ne se passe plus grand-chose, il va y avoir quelques jours et on va faire descendre le patient au scanner. Et là, mais on n'a pas le délai. Oui, mais il aura quand même eu les produits chimiques pour être maintenu en vie. Oui, il aura eu. Mais c'est pas les produits chimiques dont parle madame, je pense que c'est pas les produits chimiques qui ont été mis pour le maintenir en vie. Une fois qu'on a dit de façon cérébralement c'est fini, on va voir s'il est donneur d'organes, c'est les produits chimiques qui ont été utilisés pour essayer de le réanimer. Voilà. Oui, je pense que c'est cela. C'est cela. Oui, c'est pour le réanimer. C'est la réanimation. Donc là, c'est parce qu'ils ont vraiment tout tenté pour remettre ce jeune homme en vie. Oui, mais alors, du coup, ça veut dire qu'on n'essaye pas de tout tenter chez tout le monde pour pouvoir préserver les organes, éventuellement à donner? Ça dépend après de quelle pathologie il est mort. Est-ce qu'il a été écrasé? Est-ce qu'il a été... je suis pas médecin, mais... Est-ce que c'est une mort violente sur la route, un accident domestique? Est-ce que ou c'est suite à une maladie? Effectivement, on va tout faire pour réanimer la personne, mais il y a un moment où on se rend compte que ça n'est pas possible. Ça ne va pas servir à grand-chose. Sinon, effectivement, pour la famille, de dire mais il respire encore, il y a peut-être encore de l'espoir, mais est-ce qu'il faut porter l'espoir pendant longtemps pour finalement arriver à dire bon, vous êtes d'accord ou pas? Moi je pense que peut-être plus vite on intervient pour demander si on peut prélever, mieux c'est. C'est pas la peine. Enfin moi pour l'avoir vécu et avoir vécu et vu des familles qui attendent dans le couloir de la réanimation, qui attendent que leurs proches revivent, c'est extrêmement dur. Donc ils viennent tous les jours voir et ils disent ah oui, il respire, non, il respire, non on fait pas. Non, il y a un moment où vraiment le médecin, le réanimateur, le coordinateur, tout le monde vient les voir, l'infirmière psy vient les voir et on discute. Mais il existe quand même des cas, excusez-moi, c'est ma dernière question après, il existe quand même des cas où les médecins ont dit non, votre mari, votre frère, votre fils, votre proche, voilà, ça va rester un légume, là c'est terminé, donnez ses organes, enfin accepter, et les gens ont dit non, et puis le mec il s'est réveillé. Et il vit, oui.
J'en connais. Et donc, c'est aussi un problème. C'est ce que les gens se demandent. Hein. Oui, mais oui, bien sûr, on peut garder quelqu'un. Ah non, le gars, il vit, il marche, il a refait des enfants, il s'est marié. Oui, mais ce sont des exceptions. Ah, voilà. Ce sont des exceptions. Moi personnellement, excusez-moi de dire moi, mais personnellement, dans ma carrière, j'ai pas vu de gens qui revenaient à la vie. Oui, après une constatation de mort cérébrale. Voilà, ça c'était pas le cas. Mais même les patients qui sont en réanimation, en soins intensifs pendant des années, alors il y en a moins, parce que on arrive à mettre, d'une façon ou d'une autre, on arrive à mettre un terme. Mais c'est pas trop le sujet. Quand j'ai commencé, que j'étais jeune, j'étais à la Pitié-Salpêtrière, j'ai vu des patients qui se sont délabrés sur 3, 6, 8 mois. Est-ce qu'il fallait les garder ? On ne sait pas. C'est vraiment une question éthique. Et c'est pour ça que dans les établissements, il y a des comités d'éthique et on invite les infirmiers, tout le personnel à venir réfléchir. Parce que ce sont eux aussi qui poussent les médecins, qui poussent, qui poussent la science à réfléchir. Et c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. On parle de donneurs, de receveurs, on décide de donner, voilà, mais ça n'a aucune valeur. Et est-ce qu'il n'y a pas, comme on peut passer chez le notaire, faire comme un testament en disant, dans mes volontés, le don est anonyme. Oui, c'est la volonté de la personne. Dans ses dernières volontés, il a souhaité que chez le notaire, il y a bien des listes de testamentaires. Bon, je ne sais pas comment ça peut se passer à ce moment-là. C'est trop tard, c'est l'héritage. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il a exprimé son désir. Et au même titre que s'il avait sa carte de donneur sur lui, il a exprimé son désir. Et donc, effectivement, la famille va entendre les souhaits de leurs proches. Et donc là, il va y avoir discussion dans la famille. Mais on pourra associer le fait qu'il ait fait un testament en ce sens à la carte d'ambassadeur. Voilà. Et puis, le problème du testament, c'est qu'avant que vous alliez le retrouver chez le notaire. Non, mais il pourrait y avoir comme il y a une liste, les notaires ont une liste de voir si la personne a déposé un testament. Non, je sais bien, mais en parallèle, il pourrait peut-être. Retrouver les organes, faut dire. La meilleure chose, c'est d'en parler, que nos proches respecteront notre volonté. Et les enfants, les adolescents comprennent parfaitement. Franchement, quand on va à leur rencontre, ceux de 3e, au début, on se disait, bon, comment on va être reçu et tout, mais non, ça leur pose des vraies questions. Et quand la conférence sera terminée, ils disent, ah ben moi je vais en parler à mes parents, là on ne s'est jamais posé la question. Et ils le font de façon en fait très naturelle. Parce que jusqu'à présent, le don d'organes, enfin jusqu'à présent, ça évolue, mais c'est quand même assez tabou. On n'ose pas trop en parler. Et ceux qui sont les ados, eux, ça passe tout seul, quoi. Franchement, ils sont assez étonnants. Moi, ça me touche parce que ça faisait très longtemps que je voulais faire un don d'organes et je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et maintenant, je suis décidée. Ça vous a décidé. Ça m'a décidé. Donc là, vous allez prendre votre carte de donneur. Oui. Nous serons deux. En fait, ce que je trouve géant, c'est déjà l'initiative du Rotary. Oui. C'est la dernière année des associations à Croatie. Oui. Donc je trouve que leur initiative est top. On collabore beaucoup avec eux, c'est pour ça qu'on les accompagne. On risque de continuer à les accompagner sur le fameux théâtre, sur les dons d'organes. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet délicat et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de communication auprès de la population et certainement faire évoluer les textes législatifs. C'est essentiel. On doit s'inscrire pour refuser et je me rends compte que la famille est capable de dire non. Il y a un moment donné, c'est pas normal. Dans certains pays, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de refus, on ne s'est pas inscrit sur un refus, on doit pouvoir prélever sans même demander l'avis à la famille, parce que c'est le défunt qui compte. C'est ça. La personne et je trouve que dommage que notre législation n'agisse pas dans ce sens. L'être humain, il décide de faire don de ses organes et la famille dit non, c'est pas normal.